Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, on a connu une année 2019 ébouriffante sur les marchés des actions. Est-ce qu'on ne va pas avoir le retour de balancier en 2020? Alors effectivement, 2019, pour la plupart des grands marchés actions, a été très très positive, des performances à 2 chiffres un peu partout. Il faut garder en tête que dans l'histoire, une performance très positive une année n'a pas signifié une performance forcément négative l'année d'après. On a un certain nombre d'exemples sur tous les marchés, y compris en Europe, où on a 2 années successives de très très bonnes performances. On a ça sur les 10, sur les 20 dernières années. Les marchés ne corrigent pas forcément ce qui s'est passé l'année précédente, l'année suivante. Et donc, ce qui compte, c'est quand on est investisseur, de regarder quels étaient les moteurs qui étaient à l'œuvre pour soutenir la performance de l'année dernière et voir si ces moteurs sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Alors, justement, est-ce que le moteur, et je songe à un en particulier, n'est pas toujours là, à savoir le soutien des banques centrales? Puisqu'on a vu qu'en 2019, ce qui avait permis au marché de se remettre du choc de la fin 2018, c'était le fait que la Fed ouvre de nouveau la porte à une politique accommodante. Elle ne parle pas de QE, mais enfin, elle injecte à foison. Oui, tout à fait. Donc 2018, c'était très mal terminé, un très mauvais dernier trimestre 2018. Et puis 2019 s'est très bien déroulé. Et l'une des principales différences entre fin 2018 et 2019, c'est effectivement le retournement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui est redevenue très très en soutien des marchés, en injectant beaucoup de liquidités. Et effectivement, en fin d'année 2019, en fin d'année dernière, la Fed s'est remise à injecter beaucoup d'argent. Alors, elle refuse d'appeler ça un quantitative easing. Néanmoins, c'est un gonflement très important et très rapide de la taille de son bilan par achat d'obligations. Alors, on peut appeler ça comme on veut, ça ressemble quand même étrangement à un quantitative easing, Oui. et c'est de l'injection de liquidités sur les marchés financiers. A priori, les mêmes causes devraient provoquer les mêmes effets, et c'est un soutien très très important aux marchés financiers dans leur ensemble. Et puis, comme on dit, il ne faut jamais se mettre face à une banque centrale. Alors ça, c'est un proverbe qui a très très bien fonctionné, je pense, en toute époque. Les banques centrales aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou dans la plupart des économies émergentes, sont très très accommodantes, comme on dit, c'est-à-dire elles approvisionnent beaucoup en liquidité tous les marchés financiers. Il n'y a pas de raison de se mettre effectivement face à elles, aucune raison d'essayer de les combattre. Alors, il ne s'agit pas pour autant de minorer les risques, et on va en revenir peut-être sur certains d'entre eux ultérieurement, mais on a aussi un autre facteur de soutien, peut-être, c'est le fait que Donald Trump tienne à être réélu. Or, on a assisté avec parfois effroi et parfois stupeur à sa maîtrise de l'art du tweet, et il a quasiment régi à la seconde près les marchés. Alors, on sait que le marché des actions américaines est un indicateur qui est très très regardé par le président des États-Unis. Il en fait une affaire personnelle et il en fait la preuve du succès de sa politique. Et d'ailleurs, on peut s'amuser à regarder ses probabilités de réélection, et ça colle assez parfaitement à la courbe du Dow Jones ou du S&P 500. Et donc, Donald Trump a bien raison de lier l'un à l'autre. Ça fonctionne très très bien. L'une des conséquences, c'est qu'on peut s'attendre à ce que, comme il l'a fait en 2018, comme il l'a fait en 2019, il reste très attentif à conserver en particulier une banque centrale tout à fait en soutien, au moins jusqu'à novembre 2020, ce qui nous laisse déjà une belle période pour investir. Donc ça, c'est plutôt favorable pour les marchés actions. Mais qu'est-ce qui pourrait contrarier ce scénario assez irénique où finalement on resterait dans la dynamique de 2019 et puis on continuerait à avoir les courses appréciées? Alors effectivement, on a souvent tendance à projeter sur l'avenir ce qu'on a vu dans un passé récent. Et donc, comme on a eu un très bon 2019, on pourrait se laisser aller à imaginer un très bon 2020. Alors, ne nous laissons pas aller, regardons les choses objectivement. Il y a des vrais facteurs de soutien. On a cité les politiques monétaires, mais il n'y a pas que les politiques monétaires. Il y a évidemment la croissance économique sous-jacente. Mais si on veut parler de facteurs de risque d'ores et déjà, on peut avoir à un moment ou à un autre une menace que tout le monde a un peu oubliée, qui s'appellera l'inflation. Alors, on l'attend tel Godot depuis des années et des années. Elle refuse de venir. La Réserve fédérale
a déjà annoncé qu'elle serait assez tolérante à un passage de l'inflation au-dessus de 2%, selon un principe qu'elle appelle de symétrie, d'objectif symétrique, c'est-à-dire que l'inflation restait bien inférieure à 2% pendant des années. Donc la Réserve fédérale dit que l'inflation peut rester assez supérieure à 2% pendant des années, ça compense. Ce qui nous intéresse, c'est sur une longue très période, long terme, ça reste autour de 2%. Une nouveauté que les marchés ont décidé de regarder d'un seul côté pour le moment, c'est en Europe, le nouveau gouverneur, Madame Lagarde, de la Banque Centrale Européenne, que les marchés ont plébiscité depuis qu'elle a été nommée à la tête de la BCE. En revanche... on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. Voilà, en revanche, sa politique à venir est pour le moment... Parce que là, pour le moment, c'est une revue des outils de politique monétaire et des objectifs qu'elle est en train de mener, mais avec quelle conclusion, on n'en sait rien. Alors, premièrement, on n'en sait rien. Deuxièmement, l'une des rares indications qu'elle a déjà données, c'est qu'elle serait probablement plus à l'écoute que son prédécesseur des membres de son comité de politique monétaire. Bon, alors ça, si on traduit, ça veut dire qu'elle va davantage écouter les Allemands ? Traduisons, effectivement, en allemand, ça donne quelque chose comme, effectivement, s'il y a de l'inflation à un moment ou à un autre qui revient, il va falloir s'en occuper. Ce qui n'était pas la préoccupation première de Mario Draghi. Et donc, si on doit avoir une politique monétaire qui est plus restrictive du côté de la BCE, ça peut être un vrai souci qui n'est pas du tout pris en compte à ce jour, ce n'est pas du tout dans les prix de marché. Bon, cela dit, aujourd'hui, on ne voit pas trop comment l'inflation peut repartir, hormis choc pétrolier. Ça, on a eu quelques frayeurs récemment avec les histoires irano-américaines, mais hors choc pétrolier, qu'est-ce qui pourrait ramener l'inflation ? Les salaires, pour le moment, demeurent contenus, même si on a l'emploi qui se porte plutôt bien. Donc le choc pétrolier, effectivement, malgré les échanges, disons, entre l'Iran et les États-Unis, pour le moment, on a quelque chose d'assez modéré. Néanmoins, on a un pétrole qui monte de manière indépendante de ce qui se passe en Iran et aux États-Unis. On a un pétrole qui monte quand même depuis maintenant quelques trimestres. Il faut se souvenir d'un phénomène totalement mécanique, qui est que l'inflation, c'est juste la variation des prix entre deux dates, et c'est pris sur un an. Au fur et à mesure qu'on va s'approcher du mois de mars, avril, mai, etc., on va comparer le prix du pétrole à ce moment-là avec des prix qui étaient très bas au printemps 2019. Et ça, mécaniquement, ça va faire monter, toutes choses égales par ailleurs, ça va faire monter le niveau d'inflation. Et si ça monte suffisamment, ça pourrait faire réfléchir la BCE. Autre facteur qui pourrait faire revenir une inflation, c'est à un moment ou à un autre, une expansion du crédit un peu plus rapide que ce que nous avons eu jusqu'à présent en Europe. Pour le moment, on a une expansion du crédit bancaire qui est très, disons, assez lente, très modérée pour le moins. Si on avait quelque chose qui devait accélérer un petit peu, ça pourrait ramener des hausses de prix. Bon, là, ce sont les risques. Vous en voyez d'autres ? Hors cela ? On peut toujours voir beaucoup de risques. Vous êtes payé pour ça. Nous sommes également, c'est également le métier d'un gérant de prendre en compte les risques quand il investit, c'est important. On n'investit pas au hasard, on n'est pas au casino, donc on ne met pas tout sur le rouge, tout sur le noir, en espérant que ça va bien se passer en croisant les doigts. On essaye de regarder quels sont les risques que nous prenons. Mais d'une manière générale, effectivement, les banques centrales, en particulier la Banque Centrale Européenne, c'est une des inconnues en termes de politique et un des risques. Mais d'une manière plus générale, les taux d'intérêt, c'est vraiment, et là à moyen long terme, les taux d'intérêt dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est vraiment un petit peu l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des marchés très directement et des économies plus généralement. Quoi qu'il en soit, en dépit de ces risques, vous privilégiez toujours les actions dans une allocation. Tout à fait, les moteurs, les facteurs de soutien qui étaient présents jusqu'à présent sont toujours présents en 2020 et donc ils sont bien supérieurs, ces facteurs de soutien, du côté action ou du côté obligataire où là on a plutôt des inquiétudes à venir. Surtout qu'on a des croissances bénéficiaires attendues qui sont plutôt sympathiques. Tout à fait, des croissances bénéficiaires qui sont soutenues du fait de l'absence de récession économique à venir dans les grandes zones économiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et donc c'est là pour venir maintenir les dividendes qui sont assez significatifs en Europe. Quand même 3,5-4% de rendement sur les actions européennes, c'est des niveaux de rendement qui sont plus élevés que sur la plupart des autres classes d'actifs. Plus une croissance des bénéfices qui, même si elle est limitée, pourra venir ajouter aux dividendes. Et donc ça fait une performance qu'on peut attendre qui sera raisonnable. Alors, en tant que gérant, vous êtes payé pour estimer les risques, mais également pour faire des choix. Alors, quel type d'action mettre aujourd'hui en portefeuille? Aujourd'hui, et de la même manière que l'année dernière d'ailleurs,
Premièrement, il faut diversifier ses portefeuilles donc, sur différentes zones géographiques et différents types de valeurs. Mais nous avons depuis maintenant quelques années une prédominance de grandes valeurs, y compris les plus grandes valeurs, qui se trouvent être souvent cotées aux États-Unis d'ailleurs, il se trouve que c'est comme ça. Au moins pour deux raisons. Une raison économique qui est que nous sommes dans une économie où des oligopoles, où des positions très très fortement dominantes se développent et s'auto-entretiennent. Plus une entreprise est grande sur un secteur, plus elle tend à capter les parts de marché des concurrents. Ça, c'est une chose du point de vue économique. Et deuxièmement, du point de vue plus financier et plus technique financière, les gestions qu'on appelle indicielles, c'est-à-dire qui reproduisent des indices de marché, tendent à se développer très très fortement au détriment des gestions qu'on appelle actives généralement, où vous avez un analyste qui fait des choix. Ce que ça signifie, c'est que ces gestions indicielles vont allouer d'autant plus de capital aux plus grandes sociétés. Elles proportionnent leurs investissements à la taille des sociétés, aux capitalisations boursières des sociétés. Et donc, à nouveau, ça se s'auto-entretient. Plus une société est grosse, plus elle va en bourse, plus elle va capter de nouveaux flux de capitaux. Et donc, ça s'auto-entretient. Et c'est une des raisons pour lesquelles un indice typiquement comme le Nasdaq, depuis des années et des années, a surperformé la plupart des autres dans le monde. Donc, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux privilégier les grosses capitalisations parce qu'elles bénéficient d'une part d'une donnée macro qui est la constitution d'oligopoles et d'autre part d'un facteur technique qui est le développement assez exponentiel de toute la gestion indicielle. Et donc, finalement, tout le monde investit un peu dans les mêmes valeurs. C'est exactement ça, c'est un comportement moutonnier dont il faut savoir tirer parti aussi. En ayant bien en tête qu'on le paiera un jour, parce qu'on a une concentration du risque aussi. Tout à fait. Alors là, c'est un gérant de portefeuille qui vous parle et ce n'est pas un dirigeant qu'on appellerait macro-prudentiel, type FMI ou Banque centrale, qui lui doit s'occuper du grand équilibre du monde. Modestement, un gérant s'occupe d'un portefeuille et les manières de regarder les problématiques sont distinctes. Géographiquement, donc, il faut aussi privilégier les États-Unis. Alors, il se trouve que la plupart des plus grandes sociétés cotées dans le monde sont cotées aux États-Unis, c'est comme ça, même si elles opèrent, si elles sont actives un peu partout dans le monde. Enfin, ne pas oublier quand même qu'il y a des belles valeurs en Europe. Et puis, ne pas oublier aussi qu'il y a une région du monde qui fait moins bien que tout le reste depuis des années maintenant. Ça s'appelle les économies émergentes, qui sont en fait principalement en Asie. Ces économies émergentes, si le dollar américain arrive à se stabiliser un petit peu, elles pourraient retrouver en bourse, en tout cas, un peu du poil de la bête et arrêter de perdre du terrain. On a maintenant, au contraire de pas mal d'autres régions dans le monde, des valorisations qui sont intéressantes dans les économies asiatiques, dans la plupart d'entre elles. Et donc, ça peut être intéressant d'aller d'y retourner, voir un petit peu. Asie du Sud-Est. Hein. Exactement, Asie du Sud-Est. Si on prend un marché comme l'Inde, c'est quand même très, très différent et très cher. Donc, pas l'Inde, mais l'Asie du Sud-Est. Bernard, merci. Merci.